Je m'appelle François Hélion et je dirige la société Dantros, société de coaching et de formation à l'excellence des dirigeants. Cela fait plus de 20 ans que je travaille sur les phénomènes d'influence de groupe. Et je souhaite aujourd'hui vous entretenir sur une qualité qui me semble essentielle pour l'efficacité des dirigeants, surtout en période de crise, à savoir leur charisme. Qui n'a pas remarqué que certains d'entre nous, nous disposons d'une sorte de magnétisme qui capte l'attention et qui force l'admiration de son entourage. Ce n'est pas là une sorte de fluide mystérieux, une espèce de qualité innée, mais c'est là travail d'entraînement, de volonté pour acquérir un pouvoir d'ordre personnel. Vous êtes dirigeant d'entreprise, manager projet, et vous souhaitez augmenter vos capacités de mobilisation et, d'une façon plus générale, à dépasser vos limites dans les capacités d'influence. Vous souhaitez monter en charisme comme on monte en pression, en puissance. Mais alors, comment faire? Essentiellement répondre à des questions basiques sur les 3 facteurs qui composent le charisme. Quels sont ces 3 facteurs? Nous allons aller presque du ciel à la terre. Une vision ambitieuse et optimiste de soi, des situations et des autres, des dons mis en scène et un engagement dû à son caractère. Reprenons ces 3 points. Les charismatiques déploient rapidement une vision à la fois optimiste, ambitieuse, et l'ambition est bien à distinguer de la prétention. Il peut y avoir une humilité dans l'ambition. Et cette vision constitue, au sens gaulien du terme, une élévation. Elle consiste essentiellement à 3 points. Viser haut, voir grand et juger large. Alors, les charismatiques visent haut, parce que, en particulier dans des situations de crise réputées impossibles par les élites traditionnelles qui sont en place, eh bien, ils promettent une solution, un avenir, en général radieux et optimiste. Il passe d'ailleurs souvent par les 3 étapes que reprend par certains côtés la publicité: dramatiser une situation actuelle, flatter son auditoire, promettre un avenir meilleur. Et cet avenir n'exclut pas d'ailleurs le fait de maintenir, de conforter, de restaurer des traditions qui viennent du passé. En quelque sorte, avec une démarche novatrice, ils assurent quand même une continuité avec des traditions. Ça a un côté rassurant. Après avoir visé haut, ce sont des gens qui voient grand. Cette grandeur est due à une double confiance. Ils ont confiance dans la capacité de leur entourage à les aider dans leur mission et à être les hommes de la situation, et bien sûr, eux-mêmes sont convaincus de leur capacité à réussir et d'être l'homme providentiel, l'homme de la situation. Et enfin, ce sont des gens qui jugent large, qui ont une ouverture d'esprit essentiellement centrée sur une sensibilité et une générosité. La sensibilité, c'est une sensibilité d'une part à l'environnement, ils savent bien juger les ressources du milieu pour arriver à se modifier, à s'adapter, à changer, et également une sensibilité aux besoins de leur environnement, de leurs collaborateurs, à leurs désirs, à leurs capacités. En un mot, ils savent comprendre leur environnement. Et là, ça vous rappelle un classique, tous les charismatiques commencent par dire « je vous ai compris », comme le général de Gaulle en 1958. Ce sont des gens qui, au sens étymologique, comprennent, prennent avec leur environnement. Sous-entendu, les autres, l'élite habituelle, elle ne vous comprend pas, mais moi, je suis l'homme de la situation qui vous comprend. Ensuite, cette capacité à juger large, en plus de la sensibilité, se nourrit de la générosité. Il y a un don de soi dans le charisme. Certes, ce sont des gens qui ont, on le verra, reçu des dons d'en haut, mais ce sont aussi des gens qui redonnent leurs dons. Cette bienveillance, cette générosité est particulièrement bien illustrée par l'ancien PDG de la General Electric, Jack Welch, à qui on demandait qu'est-ce qui vous a fait réussir plus que d'autres. Il y avait 200 dirigeants
qui à l'époque aurait pu être nommé président à votre place. Et la réponse que fait Jack Welch dans ses mémoires, c'est de dire probablement parce que j'en ai toujours fait plus qu'on m'en a demandé. On me demandait un rapport sur la ville de New York, je faisais un rapport sur l'État de New York. On me demandait un rapport sur l'État de New York, je faisais un rapport sur l'Est des États-Unis, etc., etc. Les charismatiques ont cette générosité en ce sens qu'ils ne comptent pas ce qu'ils donnent et qu'ils ne comptent pas ce qui leur est donné. Après cette vision, le deuxième élément important du charismatique, c'est les dons. C'est cette capacité qui semble hors du commun à avoir un impact sur l'environnement. Alors d'abord, ces dons sont réels. Les charismatiques ont une capacité à identifier très tôt dans leur vie ce qui fait leur force. Leur point fort, c'est le syndrome de la jambe qui n'est pas cassée au ski. On s'appuie en général quand on a un accident plutôt sur une jambe qui n'est pas cassée plutôt qu'une jambe qui est cassée. Mais ces dons, ils ont, par leur rage d'apprendre, une capacité à particulièrement bien les faire fructifier par leur énergie, leur curiosité, leur pouvoir de concentration et leur capacité également à utiliser des soutiens, des modèles. Il n'y a pas de grand sans grand modèle. Et souvent d'ailleurs, ils ont non seulement des modèles en haut, mais autour d'eux, ils ont des apôtres. Et c'est une capacité à bien gérer des réseaux. Ensuite, les charismatiques ont une capacité certaine à bien mettre en scène leurs dons, à bien les théâtraliser. D'abord, ils offrent en permanence le spectacle de leur motivation, de leur engagement, qui en soi crée déjà autour d'eux une énergie particulièrement motivante. Il y a, comme dirait Marc Onfray, le philosophe, une sculpture de soi. Ce sont des personnes qui se donnent une sorte d'obligation scénique, de mise en scène permanente de leurs dons. Par exemple, Napoléon faisait semblant d'avoir une résistance hors du commun. Et même si sa résistance était déjà assez forte, il en rajoutait, comme on dirait aujourd'hui. Il faisait semblant, après 10 heures de cheval, de ne pas avoir besoin de sommeil, et pour ça, il prenait un premier acompte de sommeil vers 18 heures, et souvent, la nuit, laissait exprès sa chandelle allumée pour faire croire qu'il travaillait toute la nuit et qu'il veillait ainsi sur son armée. C'est une théâtralisation qui se nourrit aussi d'une sorte de mystère, d'une distance. Beaucoup de charismatiques entretiennent sur une partie de leur vie une sorte de halo de mystère. Par exemple, Steve Jobs est un peu mystérieux sur ses origines, son enfance, les débuts de sa carrière. Ce sont des gens qui souvent pratiquent la distanciation, ce qui permet d'ailleurs une sorte d'idéalisation magique du chef. Enfin, cette théâtralisation, ce mystère, est particulièrement bien illustré dans la capacité à se faire annoncer. Beaucoup de charismatiques, avant de faire leur entrée en scène dans une réunion, se font annoncer par quelqu'un. C'est de façon plus générale la technique de Jésus qui, en quelque sorte, est annoncée par saint Jean-Baptiste. C'est une attente. Ils ont une capacité à créer une attente d'une sorte de Messie, du Sauveur providentiel. Enfin, le charismatique pratique le charme dialectique des contraires. Il utilise de façon contrastée et complémentaire des dons qui certains sont un peu froids et certains sont un peu chauds. Par exemple, la réserve n'exclut pas la bienveillance. La réserve n'exclut pas non plus l'ardeur et l'esprit de décision. Le général de Gaulle disait que l'ascendant naissait justement du contraste entre une puissance intérieure et une maîtrise de soi. De même que l'élégance du joueur procédait surtout de cette capacité, plus il élève les enjeux, à maîtriser les apparences externes de son sang-froid. Nous avons vu la vision, nous avons vu les dons. Troisième et dernier point, la capacité à s'engager, à créer des exploits que peut donner en fait le caractère du charismatique. Ce sont des gens de caractère, en ce sens que ce sont des gens qui aiment lutter. C'est Victor Hugo qui disait « Les gens qui vivent sont ceux qui luttent ». Et cette lutte est souvent faite sans ruse, avec le sens des responsabilités, de façon désintéressée et un esprit de volonté. C'est là les caractéristiques du héros. Cette lutte commence souvent par une capacité à s'indigner d'une situation actuelle, la dramatisation dont je parlais. C'est le fameux « j'accuse » de Zola. C'est aussi et surtout la capacité à relever des défis. Le courage a quelque chose de séducteur. C'est David contre Goliath. Ensuite, c'est une capacité à s'exposer. Le charismatique s'expose, aussi bien dans ses discours, et je dis souvent à mes clients que pour réussir un exposé en public, il faut d'abord savoir s'exposer. Et c'est quelqu'un aussi qui s'expose en permanence
à travers sa capacité, par exemple, à incarner, à illustrer ses valeurs. Le charismatique, c'est celui qui s'investit en personne dans les moments fondamentaux. Ainsi, en 2006, lorsque Steve Jobs souhaite convaincre le président de France Télécom, Didier Lombard, il se déplace non seulement personnellement, vient dans son bureau, s'agenouille auprès de lui, vous voyez cette symbolique du chevalier qui garde sa dignité tout en s'agenouillant, et à ce moment-là, lui fait une démonstration côte à côte sur la bonne utilisation de l'iPhone et en particulier du zoomage des images avec les deux doigts. Cette exposition, et c'est un troisième point, se fait aussi par leur originalité. Ce sont des gens hors du commun qui cultivent un côté anticonformiste pour des solutions souvent qui le sont également. Ils ont en particulier une originalité vestimentaire. Ils ont en quelque sorte une signature. Cette signature n'est pas excessive. Ce qui fait justement le contraste avec leur milieu direct, c'est une certaine sobriété, une certaine continuité dans une signature d'image. Le col roulé noir permanent de Steve Jobs, le mégot de Churchill, la redingote de caporal, de colonel de la garde de Napoléon. Enfin, ce sont des personnes qui vont jusqu'au renoncement. Car ils ont fait des choix, ils ont fait le choix d'un grand destin, et choisir, c'est renoncer. C'est renoncer à quoi? À des facilités. Au profit de quoi? D'une volonté d'exigence. Ce renoncement s'accompagne d'une prise de risque exceptionnelle à élever. Il est difficile d'être charismatique sans faire le pont d'Arcole. Et c'est là, en quelque sorte, où l'on compense l'effet de mise en scène et de théâtralité que l'on a vu précédemment, avec un effet d'authenticité. L'authenticité finale du charismatique, c'est dans sa prise de risque, dans son renoncement, dans le fait de se dépasser en permanence pour quelque chose d'autre que lui-même, que l'on voit l'authenticité de son engagement. Alors, quelles sont les trois questions à se poser pour monter en charisme régulièrement? Par rapport aux visions, est-ce que j'offre à mon entourage des objectifs qui leur permettront eux-mêmes de se dépasser et de réaliser les leurs? Est-ce que je sais relever des défis? Est-ce que je fais ce pourquoi je suis fait? Ensuite, au niveau des dons, est-ce que j'ai conscience de ce qui fait mon unicité, ma particularité, et est-ce que je sais suffisamment la mettre en avant? Enfin, au niveau des engagements, est-ce que j'ai élevé suffisamment mon niveau de risque pour jouer un grand destin? Car le charismatique est quelqu'un qui se croit un grand destin et investit pour cela. Pour terminer, j'ai envie de vous citer Shakespeare. Le monde entier est une scène, chacun fait ses entrées, chacun fait ses sorties, hommes et femmes tous ne sont que des acteurs, et la vie durant ne jouent que des rôles. Le charismatique, c'est celui qui justement a bien su choisir ses rôles, de grands rôles, sait bien les jouer, et c'est pour cela qu'il sait enrôler son entourage. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur ce même canal.